Bonjour à tous. Alors je suis super contente de tourner cette vidéo aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait un petit peu des témoignages sur cette chaîne. Donc, comme vous le savez, il y a tout un encart au sujet des témoignages personnels. Alors l'intention de ces témoignages n'est pas d'exposer évidemment ma vie, c'est pas ça du tout, même si on a l'impression que ça peut ressembler à ça. L'intention ici, c'est de partager une expérience vécue et donc vibrée, et donc qui a été vue à travers mes yeux, en l'occurrence ici, pour pouvoir ici inspirer, trouver peut-être des champs de résonance chez vous, des perspectives. Je trouve que quand on vit quelque chose dans sa vie, c'est vachement agréable de se sentir moins isolé, de sentir aussi qu'il y a d'autres qui passent par la même porte que nous, et de voir qu'il y a des perspectives peut-être pour s'en sortir. Voilà. En tout cas, moi à l'époque, ça m'aurait bien aidé, puisque dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de quelque chose qui revient beaucoup. Je ne compte pas un seul format en présentiel où on ne me partage pas cette problématique, qui est celle de trouver sa place. Donc ici, ça peut se dire de mille et une manières, mais vraiment cette thématique de comment trouver sa place, je ne me sens pas à ma place, je ne vois pas ce que je suis censée faire ici, la vie n'a pas de sens, je me sens différent, je me sens pas intégrée, et notamment dans cette vidéo, je vais faire un focus justement, puisqu'on parle beaucoup de ça en ce moment sur la chaîne, je vais faire un focus sur le lien avec les autres justement. Donc ne pas trouver sa place au milieu d'un groupe, ne pas trouver sa place au milieu d'une famille, ne pas trouver sa place au milieu d'amis, ne pas trouver sa place au milieu de la société, au niveau d'une profession, etc., etc. Ne pas trouver sa place sur Terre. Et c'est vrai que récemment, dans une précédente émission en direct, j'ai parlé du processus d'incarnation de l'âme, et je vous ai un petit peu parlé de tout ce qui est de l'ordre du déni d'incarnation. Et c'est quelque chose qui est vraiment en lien en fait. Donc je vous inviterai vraiment à ne pas hésiter à regarder cette émission que je vous mettrai également là-haut. Voilà. Donc ici, il y a un petit partage personnel. Alors je vais vous parler comme ça me vient, puisque quand je partage des choses personnellement, ça me vient ou ça me vient pas. J'espère pour vous que ça viendra. Ici, un peu trouver sa place, c'est un petit peu une thématique qui a été extrêmement centrale dans ma vie, dans une période de ma vie qui a duré quand même très longtemps, jusqu'à il n'y a pas si longtemps en l'occurrence. Je parle de quelque chose, ça s'est calmé, on va dire, il y a 3-4 ans en arrière, mais avant ça, j'avais toujours cette sensation de ne pas être à ma place. Peu importe où je me trouvais d'ailleurs, ça a commencé dès mon plus jeune âge. J'avais vraiment cette sensation de toujours être différente des autres. Et dès mon plus jeune âge, quand j'étais du coup 5-6 ans on va dire, j'avais déjà à la naissance en fait. Déjà à la naissance, je suis née avec beaucoup de cheveux, beaucoup de poils, avec une pilosité débordante, et à la maternité, tout le monde pensait que j'étais un petit garçon. Donc ma mère l'a très mal vécu, moi aussi, et je m'en rappelle très bien, à l'école, j'avais tellement de pilosité, j'avais tellement un marquage qui était quand même assez masculin, même dans la manière dont ma mère m'habillait, même dans la façon avec laquelle peut-être je devais parler ou jouer, ou je sais plus très bien, je me rappelle pas de tout. J'avais toujours finalement le reflet que je me sentais différente des autres filles en fait. Donc déjà ça a commencé comme ça. Ça s'est accéléré parce que même à l'âge de la puberté, je me rappelle, donc je vous cite des exemples qui m'ont fait me sentir différent et qui du coup ont fait que j'arrivais pas à trouver ma place, c'est parti de là. Au niveau de la puberté, j'étais l'une des seules filles à ne pas être pubère jeune. Moi j'ai eu mes premières règles, je devais avoir 16 ou 17 ans. Et j'avais toutes mes copines ou toutes les filles de ma classe, elles avaient déjà leur menstruation, et j'étais la seule finalement à être un boulet là comme ça. Et puis à l'âge de ces menstruations, j'ai eu pas mal de problématiques à ce niveau-là, et donc je suis allée faire des tests hormonaux en hôpitaux, et c'est là où on s'est rendu compte que j'avais un taux de testostérone très élevé. Et donc que j'avais en fait, même au niveau purement chimique dans mon corps, j'avais une différence vis-à-vis des autres femmes. Voilà. Donc j'avais pas vraiment, j'étais dans un corps de femme, mais j'avais pas vraiment la chimie d'une femme. Chose qui s'est complètement rétablie par la suite, je tiens à préciser, mais qui a été quelque chose de très fort à ce moment-là, parce que du coup, je me sentais vraiment très différente déjà sur ce plan-là. Purement anatomique, purement physiologique, j'avais une pilosité énorme, avec vraiment pire que les garçons, presque. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué mon enfance, et qui m'a beaucoup induit une forme de rejet. J'ai fait une vidéo sur le sujet également dans les témoignages personnels, que je vous invite à regarder si cette thématique du rejet vous parle aussi.
Mais ici, concrètement, du coup, en sentant une forme de différence déjà purement dans la matière, ça s'est encore plus alimenté. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose auquel on croit que ça se manifeste, bah du coup, c'est encore plus vrai. Et du coup, tout ça, je l'ai beaucoup validé, moi, étant plus jeune, et ça s'est accompagné aussi d'un truc qui est vachement intéressant, et je suis sûre que ça parlera à beaucoup de personnes. Moi, dès mon plus jeune âge, dès les souvenirs dont je me rappelle, je ne me sentais pas du tout à ma place parmi les élèves, parmi mes congénères, entre guillemets, qui avaient le même âge que moi. J'étais toujours avec des gens qui avaient une quinzaine d'années de plus que moi. Je n'avais quasiment pas d'amis de mon âge, en fait. Concrètement, j'ai débuté ma vie scolaire sans amis. Tous les gens que je côtoyais, c'était des adultes. Quand mes parents recevaient des adultes et des amis à eux à la maison, c'est là où je me sentais bien. Et pourtant, je devais avoir 7 ans. Et je n'arrivais pas à tisser du lien avec les congénères de mon âge, en fait. Je n'avais pas d'amis, j'ai vécu pendant plusieurs années à l'école sans amis. J'ai aussi longuement été trahie par des amis de longue date, en l'occurrence. J'ai vécu des épisodes de trahison, des épisodes un petit peu difficiles comme ça à l'école. Et puis c'est vrai que j'avais l'impression que mon univers, la manière dont je percevais la vie, n'avait rien à voir avec la manière dont les autres vivaient leur vie. Il y avait, je me rappelle, à l'école, plein de sujets de conversation, les copines, les machins, les sorties, les garçons. Mais moi, tout ça, ça ne m'intéressait pas du tout, en fait. Ça ne me parlait absolument pas. J'avais à l'intérieur de moi une forme de sensibilité. Je captais beaucoup de choses petites que j'ai ensuite complètement bafouées et qui faisaient que, en fait, moi, les seuls êtres avec lesquels je me sentais bien, en fait, c'était les animaux. Donc j'ai eu beaucoup de chance enfant parce que j'ai rencontré les chevaux à l'âge de 2 ans et j'ai grandi avec les chevaux parce que voilà, je pratiquais beaucoup, non pas d'une équitation genre classique, mais à nouveau je me reconnaissais pas beaucoup là-dedans non plus, mais je pouvais passer des heures et des heures avec les chevaux et j'avais la chance à l'époque d'habiter une maison où il y avait une jument dans un pré derrière chez moi. Et je passais des heures avec elle, à rien faire, juste à être avec elle. Et c'était là où je me sentais finalement à ma place. Voilà. Donc ça a été un petit peu difficile les premières années de ma vie. Ensuite, quand j'ai fini le collège, le lycée, je suis arrivée assez rapidement à Sciences Po. Et c'est vrai que je parle rarement de cet épisode parce que souvent les gens voient ça sur mon CV ou voient oui Charlotte elle a fait Sciences Po, ça veut dire ci ou ça veut dire ça. Il y a des conclusions comme ça qui sont faites. Moi, faut savoir que j'ai atterri à Sciences Po parce qu'en fait, je ne me reconnaissais dans rien. Une école de commerce, je me disais pour faire du commerce, mais à quoi ça sert ? Une école de, je sais pas, en fait, toutes les écoles ne me parlaient pas. Et il n'y avait que Sciences Po qui me parlait, et j'y suis allée pour la dimension associative. Donc c'est vrai que les gens ne le savent pas toujours, parce que c'est vrai qu'on voit de l'extérieur Sciences Po comme étant une école pour faire de la politique, mais alors mais pas du tout que. Donc il y a énormément de branches à Sciences Po, et il y a notamment une branche qui est extrêmement associative, où on va avoir des débouchés sur l'entraide dans le monde, la solidarité internationale, les choses comme ça. Et moi à l'époque c'était la seule chose qui me parlait en fait. Je me disais mais je comprenais pas le monde dans lequel je vivais. Pour moi on marchait à l'envers, mais je ne savais pas forcément la direction dans laquelle je souhaitais aspirer, enfin dans laquelle je souhaitais aller, parce que j'avais pas d'exemple autour de moi. Je n'étais entourée que de personnes qui vivaient à travers le prisme de je vais avoir un diplôme, je vais gagner ma vie, et je ne critique pas ce prisme, attention, je vais avoir des enfants, et puis je vais avoir une belle maison, quoi. C'est vrai que moi, je me reconnaissais pas dans cet univers-là, et c'était un prisme qui était présent dans ma famille, chez mes amis, enfin en tout cas les amis que je m'étais trouvés, dans mon école, il n'y avait pas tellement d'ouverture à ce niveau-là. En tout cas, je ne suis pas tombée sur ces personnes-là à l'époque. Et du coup, naturellement, je me suis orientée vers ça parce que ça a été le seul choix, entre guillemets, où je me suis dit, au moins je pourrais déboucher sur des choses qui ont peut-être un peu plus de sens. Parce que pour moi, le sens des choses, c'était de considérer l'humanité. J'étais passionnée par la philosophie. J'étais passionnée par les sciences humaines, déjà enfant. J'ai lu tous les bouquins de comment il s'appelle l'autre là, Zweig. Je lisais tous les bouquins de tous les bouquins où en fait il parle de la nature humaine. Il parlait en fait des humains. Il parlait de la sensibilité, il parlait de ça. Et moi, ça me passionnait, en fait. J'étais passionnée par les humains. Et c'était quelque chose qui me parlait énormément, mais que je découvrais que dans les livres.
Donc j'avais mon jardin comme ça intérieur, je passais beaucoup de temps à lire, à l'époque je dis bien, je passais beaucoup de temps à lire, je passais beaucoup de temps seule, parce que j'avais très peu d'amis, et puis beaucoup m'ont trahi, donc c'est vrai qu'après j'avais du mal à faire confiance totalement, et puis même je sentais pas de résonance directe avec ces gens qui m'entouraient, mais je faisais avec. Et puis, arrivé à Sciences Po, ça a été une grande déception, en fait, à l'époque. Parce que j'avais tout misé là-dessus. Je m'étais dit, enfin, je vais rencontrer peut-être des gens qui sont intéressés par autre chose que par gagner de l'argent, que par, je sais pas, une vie de famille, ou qui ont des considérations peut-être humanistes. Ou peut-être des considérations plus élargies. Je parlais pas du cosmos à l'époque, mais j'étais passionnée de physique à l'école. Et c'était, moi, la physique, c'était un truc de fou. On me posait des équations. Alors, on m'avait toujours dit que j'étais nulle en maths. Oui, certes, mais pas en physique. Et c'est vrai que c'était, pour moi, c'était des questions hyper intéressantes à se poser. Genre, qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que l'espace? Qu'est-ce qu'une tridimension? Pour moi, c'était passionnant, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup hésité à faire médecine et à aller dans la direction plutôt de la physique, mais j'y suis pas allée parce que j'avais cette sensibilité à l'intérieur de moi qui me rapprochait plus naturellement des humains. Voilà. Et du coup, quand je suis arrivée à Sciences Po, ça a été la grande déception parce que je me suis retrouvée dans un univers encore un autre où finalement, je me reconnaissais pas aussi bien dans ceux qui faisaient Sciences Po pour faire de la politique ou pour faire de la communication ou pour faire du marketing, de la finance ou être avocat ou magistrat ou je sais pas quoi. Eux, ils avaient un prisme quand même bien comme ça. Même s'il peut y avoir des velléités intérieures et des véritables passions derrière. Moi, ça me parlait pas trop, en fait. Et puis, il y avait tous ceux qui étaient plus dans la solidarité internationale, mais qui, eux, c'était l'extrême inverse, en fait. Donc, fallait pas entendre parler d'argent, c'était carrément en dehors de la société, presque. Puis, il y avait beaucoup de luttes. Il y avait beaucoup de luttes contre le monde actuel. Il y avait beaucoup de manifestations. Moi, les mouvements de foule, ça m'a jamais trop parlé, parce que de par cette sensibilité-là, je me sentais pas à ma place dans un mouvement de foule. Donc, à nouveau, je me suis retrouvée dans un bain où, à nouveau, je me suis sentie différente. J'ai pas réussi à trouver ma place. Ça a été extrêmement difficile et douloureux, notamment les 2 premières années où j'étais vraiment seule. Hein. Là, pour le coup, en plus, c'était pas ma ville natale, donc j'habitais seule. Je me suis retrouvée dans une ville où je connaissais personne et où j'ai passé 1 an et demi seule. Voilà. Et où j'ai développé des problématiques de santé importantes, notamment une hyperthyroïdie qui m'a fait prendre une vingtaine de kilos, qui m'a fait perdre mes cheveux, je dormais toute la journée, enfin bon, j'avais des problématiques alimentaires très importantes, et tout ça faisait que surenchérir le fait que j'étais différente. J'avais l'impression, vu que je savais pas à l'époque que les gens y jouaient des rôles en fait, j'en étais pas là dans mon cheminement intérieur. Je percevais pas tout ça, cette dimension-là. Mais du coup, j'avais l'impression que tous les gens allaient bien. Parce qu'en fait, à l'école, tout le monde jouait un rôle, en fait. En tout cas, dans les gens que je voyais, que je percevais, ils étaient tous dans leur rôle. Les profs étaient dans leur rôle de prof, les élèves étaient dans leur rôle d'élèves. Ceux qui voulaient faire la manif, ils étaient dans le rôle de celui qui faisait la manif. Et en fait, tout le monde jouait un rôle. Et moi, au milieu de tout ça, je me disais, mais c'est quoi cette bouffonnerie, en fait? C'est quoi ce spectacle? Mais à l'époque, je ne le percevais pas comme ça. Je le percevais qu'à travers mes yeux de souffrance. En me disant, mais quand est-ce que je vais trouver ma place sur cette terre? Qu'est-ce que je suis censée faire? Où est-ce que je suis censée aller? Il y a personne qui résonne avec moi, en fait. Je me sens tellement loin des gens, en fait. J'ai quasiment pas d'amis. Je pouvais les compter sur les doigts de... un doigt ou deux, tu vois. C'était vraiment difficile, en fait, parce que je me sentais très isolée dans ma famille. J'avais pas de résonance avec ma famille. J'avais très peu de résonance avec des amis. J'avais de résonance avec personne, en fait. Et du coup, ça a été un long cheminement d'une profonde solitude. C'est vraiment le sentiment qui me revient quand j'y pense. J'étais vraiment, vraiment seule. D'où les problématiques de santé, d'où les problématiques aussi d'addiction alimentaire, parce que je me remplissais, parce que je savais pas de quoi me remplir, il y avait rien qui me nourrissait en fait. Tout pour moi était vide de sens. Et à l'époque, j'étais loin de m'imaginer que tout était vide de sens, parce que tout était joué en fait. Tout était surjoué même, je dirais. Franchement, oui, vraiment. Si aujourd'hui je retournais là-bas avec mes yeux d'aujourd'hui, je crois que je serais morte de rire. Mais dans le bon sens, c'est pas une critique, hein, d'accord ?
Mais à l'époque, je ne percevais pas les choses comme ça, et du coup, je ne voyais que de la souffrance, et je me disais que c'était moi le problème. Je suis pas en train de dire que c'était les autres pour autant le problème, pas du tout, hein, on parle de perception ici. Mais du coup, j'étais très méchante avec moi-même en plus. Donc j'avais un petit côté masochiste avec moi-même, hein, j'avais tendance presque à me scarifier, hein, à avoir aussi des pensées un peu bizarres, suicidaires entre autres. Enfin bon, j'étais limite hein, quand même, hein, vraiment limite. Donc j'ai vécu 1 an et demi comme ça, très très douloureux. Et puis en fait, au bout d'un moment, ça devenait tellement intense en fait, c'était tellement une douleur trop forte que il a fallu que, en fait, j'ai eu beaucoup de chance, il a fallu qu'en fait je me mette en mouvement, que je fasse quelque chose. Et j'ai eu la chance en fait de rencontrer une association à Sciences Po qui m'a beaucoup aidée, que j'ai pilotée en fait à Sciences Po, une association, c'est ce qu'on appelle la junior entreprise. Donc en fait c'est en fait une petite entreprise associative dans l'école où en fait tu es comme un créateur d'entreprise en fait. Et donc tu vois comment créer une entreprise, comment travailler en équipe, comment du coup être avec des gens. Et ça m'a sauvé la vie. Non pas que la thématique me plaisait, mais ce qui me plaisait, c'était d'avoir cet élan créateur, parce que créer une entreprise, c'est pas que pour faire de l'argent, hein, dans le fond, hein, c'est déjà un élan. Hein. Donc il y avait cet élan créateur, il y avait cette idée de travailler en équipe, donc de rencontrer des gens, qui du coup partageaient quand même une vision en commun, parce qu'on était tous engagés pour la même association, qui n'avait pas pour intention de changer le monde ou quoi que ce soit, mais qui était juste déjà, l'idée de cette association, c'était de pouvoir proposer des petites missions d'intérim à des étudiants à Sciences Po qui n'avaient pas beaucoup de revenus. Donc c'est vrai qu'il y avait une dimension humaine qui moi me plaisait derrière, déjà dans le don, hein, déjà dans l'entraide, ça se dessinait déjà à l'époque, et du coup ça me plaisait parce qu'il y avait toute cette structure entrepreneuriale, tout ce goût finalement que j'ai toujours eu de créer en fait, ici on appelle ça créer une entreprise, mais en fait c'est juste le goût de créer. Et du coup, ça m'a sauvé la vie, et c'est là que je me suis rendu compte que quand en fait je me mettais en mouvement, bah peut-être que ça m'aiderait à trouver ma place. Donc j'étais restée dans une forme d'inertie, comme un état de choc permanent. Et le fait d'avoir trouvé cette association qui est venue toute seule à moi, j'ai en même temps rencontré des personnes qui sont devenues de véritables amies par la suite. Donc ça a créé quelque chose de très positif. Mais ça n'a pas suffi, en fait. Ce qui s'est produit par la suite, c'est que Sciences Po c'est terminé, et puis il a fallu aller travailler. Et puis là, je me suis retrouvée parachutée dans le monde professionnel. Et là, vraiment, je me suis dit, oh putain, c'est quand même particulier, quoi. Là, c'était compliqué, quoi. Je me disais, mais... Alors là, déjà, moi, perso, j'ai jamais eu une motivation financière. J'ai pas l'esprit matérialiste, j'ai toujours eu le goût de l'idée, de la créativité, de l'élan, de la spontanéité, de l'intuition, de la sensibilité. Et là, on te demande de travailler pour un truc. Mais moi, le pour un truc, ça me parlait pas du tout en fait. Et du coup, à nouveau, je me suis sentie complètement à l'ouest. Donc j'ai mis beaucoup de temps à m'orienter déjà dans les masters à Sciences Po. Il y avait rien qui me parlait, c'était complètement à chier leur truc. Et je commençais vraiment à désespérer, à me dire, je sais pas du tout ce que je vais faire. Et un jour, c'est vrai que, comme par hasard, un bouquin est tombé entre mes mains. Et c'était un bouquin de Muhammad Yunus sur l'entrepreneuriat social et solidaire. Et en fait, ce mec, c'est un Indien. C'est celui qui a créé ce qu'on appelle le Jagriti Yatra en Inde. Donc ce train qui fait le tour de l'Inde avec des jeunes, justement, et où on fait plusieurs étapes pour aller rencontrer des entrepreneurs de cœur. Et là, ça a commencé à me parler. Et là, je suis tombée sur ce bouquin totalement par hasard. Je ne connaissais pas, moi ça me plaisait l'entrepreneuriat, mais ça me plaisait pas pour faire de l'argent. Ça me parlait pas le côté matérialiste. Donc j'avais quand même cette envie de créer quelque chose qui a un impact sur l'humain, sur l'environnement, sur quelque chose, de vertueux en fait. Et je ne trouvais pas, et ce bouquin est tombé entre mes mains. Et là, ça a été une évidence en fait. Et donc, assez naturellement, j'ai commencé à rencontrer ça et à me dire, waouh, mais c'est génial. En fait, il existe des entreprises que l'on peut créer avec ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, hein, avec la volonté d'avoir un impact sur la société, avec une lucrativité qui est limitée, avec une gouvernance participative, avec finalement une nouvelle manière un peu de voir la vie, quoi. Et donc, naturellement, je me suis rapprochée d'une structure qu'on appelle le Mouvement des entrepreneurs sociaux en France, le MOVE. Je sais pas si ça existe encore, et je suis devenue, j'ai été embauchée, et je suis devenue pilote de la région Rhône-Alpes de cette structure.
avec pour vocation de fédérer, de structurer tout un réseau d'entrepreneurs sociaux et de les aider à se développer. Donc là, ça a été un très bel élan au début. Je me suis dit, waouh, enfin j'ai trouvé ma place, waouh, ça me plaît, waouh, c'est génial. Et puis au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, enfin bon bref, j'ai commencé à me rendre compte de certaines choses. Commencé à me rendre compte que derrière l'entrepreneuriat social et solidaire, il y avait quand même des gens qui avaient un certain goût pour l'argent. J'ai pas dit que c'était tout le monde. Hein. Derrière l'entrepreneuriat social et solidaire, il y avait des gens qui se sacrifiaient beaucoup. Donc il y avait ceux qui en fait surfaient sur une vague sociale, économie, machin chouette, mais qui en fait derrière faisaient du fric. Mais il y avait aussi ceux avec vraiment une dimension humaine derrière, humaniste même, mais qui s'oubliaient complètement à eux-mêmes. Ils donnaient tellement aux autres qu'ils se sacrifiaient. Donc j'ai vu des burn-out, j'ai vu des gens dans une extrême détresse mentale, psychique, avec des personnes à bout de souffle. J'ai vu ce que c'était qu'exploiter des gens aussi, clairement, dans les milieux associatifs. Et attention, il n'y a pas que les associations, il y a aussi des entreprises, il y a aussi des fondations. J'ai vu tous les secteurs d'activité différents. J'ai vu toutes les structures juridiques différentes. Et je me suis dit, waouh, si c'est ça, se mettre au service des humains, c'est quoi ce truc en fait soit c'est faux et en fait derrière on se fait du bise, soit, waouh, c'est un peu violent quand même. Donc du coup tout ça, au début il y a eu un bel élan, et puis après à nouveau je me suis dit, mais c'est pas ça non plus en fait, on va pas non plus... Comment veux-tu aider l'autre si tu te sacrifies toi-même? Et c'est là où j'ai commencé à entrevoir une porte intérieure. Parce que c'est là où je suis arrivée dans un cul-de-sac intérieurement. Et que je me suis dit, mais en fait, là, concrètement, oui, je cherche à trouver ma place à l'extérieur. Mais en fait, je vois bien que aider l'humanité, ça va me rincer la gueule, là, en fait. Et ce qui s'est produit, et ce qui a été la confirmation, c'est que mon père est décédé à ce moment-là, en fait. Donc ça faisait à peu près 9 mois que je devais être là-bas. Et c'est là où il est décédé. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait un immense burn-out. J'en parle très rarement d'ailleurs, mais c'est le mot qu'on pourrait mettre dessus. Parce que non seulement, il est décédé, ça a créé un choc évidemment, mais en fait derrière il y avait un épuisement qui était très important, parce que du coup sans m'en rendre compte, j'avais fait exactement la même chose que les entrepreneurs que j'accompagnais. J'avais fait exactement la même chose. Et c'est vrai que quand il est décédé, ça m'a mis un tel coup que j'ai fait 6 mois de burn-out, 6 mois à l'IT, où vraiment je pouvais plus parler, j'avais plus de capacité cognitive. Donc c'est vrai que je n'ai aucun souvenir de cette période d'ailleurs, c'est très étrange. Et ceux qui font des burn-out peuvent très bien comprendre ça, je pense, parce qu'on ne se rappelle même pas dans quel espace-temps on se trouve. Je me rappelle même plus de la nuit, du jour, de ce que j'ai mangé, de ce que j'ai fait, même pas la sensation d'être sortie de chez moi. C'est très étrange, et j'étais toute seule. Et c'est vrai que ça m'a mis une claque en fait, et c'est là où j'ai pris la claque de ma vie. Et je me suis dit, mais en fait, même avec quelque chose qui me plaisait, auquel je sentais une aspiration profonde, tu vois, se mettre au service de l'humanité, œuvrer pour l'environnement, les humains, même là, en fait, j'ai pas trouvé ma place. Ça a été à nouveau une grosse claque, un manque de sens total, une sensation immense de solitude, d'isolement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous en fait? Et c'est là où, vous connaissez peut-être la suite, j'ai eu un élan très fort à partir voyager. Et c'est au cours de ce voyage que s'est ouvert la dimension intérieure, en fait. Donc c'est vrai qu'au cours de ce voyage, non seulement j'ai participé au Jagriti Yatra, donc je suis partie en Inde, entre autres, et j'ai fait ce tour avec les 500 Indiens dans un train, et pendant 1 mois et demi, c'était vraiment une expérience très forte. Donc j'ai vécu des expériences de terrain. Je me suis beaucoup engagée pour la société à l'étranger, j'ai levé des fonds, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait des actions aussi encore humanitaires, mais j'ai surtout rencontré des personnes complètement par hasard qui m'ont ouvert cette dimension intérieure. Donc à nouveau, j'ai commencé à découvrir le yoga, machin, et là, d'un seul coup, j'ai trouvé ma place. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça ma place, ça me parle en fait, cette dimension intérieure, mais en fait, tout part de l'intérieur. Et là, je suis tombée dans ce qu'on appelle l'ego spirituel. Donc évidemment, en fait, tout ce truc de vouloir trouver sa place, de sentir différent, machin, c'est transposé dans la spiritualité, en fait. Mais pareil, je m'en suis pas rendu compte sur le moment. Mais ça a été... Enfin, j'en rigole aujourd'hui, parce que ça a été rigolo, mais ça n'a pas été agréable, mais ça a été rigolo avec le recul. Parce que du coup, là, j'étais sûre de moi. D'un seul coup, j'avais trouvé ma place, j'étais prof de yoga, c'était génial, je suis rentrée en France, c'était super et tout. Et puis, à nouveau, ça s'est pété la gueule. Et à nouveau, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça ma place.
Ça s'est pété la gueule parce que j'ai eu la chance d'être guidée, je ne sais pas par quelle force subliminale, clairement. J'ai eu la chance de rencontrer certaines initiations, notamment chamaniques, au Pérou, dans la forêt amazonienne, qui m'ont remis à ma juste place. Et où là, je me suis dit, non mais en fait, je me suis raconté une putain de magnifique histoire pendant 3 ans. Et à nouveau, je suis retombée sur moi-même à me dire, mais en fait, je n'ai toujours pas trouvé ma place. Je me sens toujours aussi mal. À l'intérieur de moi, c'est vide. Il n'y avait pas de sens, en fait. Je me disais, mais je suis prof de yoga maintenant. Alors avant, j'aidais les entrepreneurs à être plus humains et plus dans l'environnement, mais maintenant, j'aide les gens à être plus souples, quoi. Ou être plus sur le travail sur eux. Mais en fait, au bout d'un moment, désolé, mais moi, j'ai senti un plafond de verre, en fait. Il y a eu un moment, il y a eu un plafond de verre. Je me suis dit, mais c'est quoi le sens de ce truc-là, en fait ? À nouveau. Parce que j'accompagnais des personnes et je voyais bien qu'en fait, même dans la thérapie, les gens, oui, ils te disent, oui, je vais faire les exercices, oui, je vais faire. Mais en fait, il y a personne qui fait rien. Enfin, je sais pas, il y avait un truc du genre, oui, mais en fait, à nouveau, ça a pas de sens, ce truc. Je sais pas, ça venait pas depuis le bon espace, en fait. Mais je ne savais pas à ce moment-là que ça dépendait pas de ce qu'on faisait, mais ça dépendait de ce qu'on était en faisant. Et donc je faisais beaucoup de choses, mais je faisais beaucoup depuis un espace qui cherchait à trouver sa place, qui cherchait à être reconnu, qui cherchait à avoir de la valeur, qui cherchait beaucoup de choses. Moi, à l'époque, je me rappelle, en parallèle de ça, il y avait une grosse blessure d'humiliation, évidemment, aussi au demeurant, et de rejet. Donc, je cherchais ma place, et l'idée, c'était de trouver une place, d'être reconnue, d'avoir de la valeur. Non pas forcément reconnue en mode grande prêtresse de l'humanité, c'est pas ça non plus. Mais en fait, je voulais trouver ma place à travers de la reconnaissance, à travers de la valeur, à travers un impact aussi concret sur la société. Je voulais que mes actions aient un impact. Et puis en fait, avec le yoga, je me suis rendu compte qu'on tournait en rond. Parce qu'en fait, certes, ça avait un impact, mais les gens, ils faisaient un peu de yoga et puis ils repartaient chez eux, et puis en fait, la semaine d'après, je les retrouvais, et puis à nouveau, il fallait recommencer. Il n'y avait pas le sens derrière. Parce que à l'intérieur de moi, je dis pas que c'est le cas pour le yoga au sens large, à l'intérieur de moi, tout ce que je voulais, je voulais un truc. Je ne faisais pas les choses depuis un espace désintéressé, je faisais les choses depuis un espace intéressé. Être reconnue, trouver ma place, avoir de la valeur, aider les autres, et être vue comme étant celle qui aide les autres. Et ça, il a fallu que je me retrouve dans la forêt amazonienne pour en prendre conscience. Et au moment où j'en ai pris conscience, ça m'a fait bizarre. Et c'est à ce moment-là que a commencé à apparaître par la suite cet enseignement autour de la personnalité, autour de l'ego, autour des facettes de personnalité. C'est comme ça que j'en suis arrivée là. C'est grâce notamment à cette problématique de trouver ma place. Parce que quoi que je faisais, je ne trouvais pas ma place. Et il y a bien eu à un moment une prise de conscience, un regard qui s'est ouvert, comme si d'un seul coup on changeait de vision sur le monde, une évidence que en fait c'était pas ce que je faisais le problème. C'était qu'à l'intérieur de moi, il n'y avait pas de connexion avec l'être véritable que je suis. Il y avait une connexion avec ma personnalité, avec une quête, avec un vouloir, avec une recherche. Et à chaque fois que je cherche quelque chose, je finis par trouver ce que je cherche. Mais tout ça, ça assèche, en fait. Cette quête intérieure, elle nous assèche à l'intérieur de nous, elle nous vide. C'est ça qui perd de son sens au bout d'un moment. Et en plus, c'est la quête du toujours plus. Et ça, c'est quelque chose qui a marqué ma vie, la première période de ma vie. C'était toujours plus. Ensuite, c'est jamais assez. Donc, j'avais l'impression de trouver ma place, et puis après, c'était plus assez. Il fallait en faire plus. Il fallait plus. Et je m'épuisais à nouveau. Et le burn-out à nouveau. Donc j'en ai connu plusieurs des burn-out avant de comprendre. Le deuxième a été spirituel. C'est ce que j'ai appelé le burn-out spirituel. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Et donc tout ça, au bout d'un moment, c'était assez fou. Et l'expérience au Pérou m'a tellement remise à ma place à ce niveau-là, ça m'a tellement fragilisé, ça a fragilisé beaucoup ma personnalité en fait. Ça m'a permis de l'entrevoir. Et du coup, après, c'est comme si il y avait toujours cette quête de personnalité qui était là, mais c'est comme si c'était au second plan. Il y a quelque chose qui m'a reconnecté à un truc plus grand. Et c'est ce dont j'essaye de parler, mais avec des mots, c'est difficile. C'est ce truc de on fait les choses de manière désintéressée. C'est pas je choisis de le faire. C'est ce qui est demandé. Et c'est vraiment très difficile à expliquer avec des mots concrets.
Mais concrètement parlant, après le Pérou, il y a plusieurs choses qui sont venues à moi pour lesquelles je n'avais pas du tout envie de le faire, mais que j'ai pris la balle au bol. Et je me suis dit, tu sais quoi, de toute façon, tout ce que tu as toujours voulu faire, t'as toujours mené à ne pas trouver ta place et à te retrouver asséché, physiquement fatigué, épuisé, avec des tendances bizarres dans ta tête. Donc, et si aujourd'hui, tu arrêtais de faire ce que tu veux et que tu te mettais plutôt à écouter, à t'ouvrir, à entendre ce qui est demandé. Et c'est là, au moment où il y a eu cette prise de conscience, c'est pour ça que je dis vraiment qu'une prise de conscience, ça suffit. Parce que la prise de conscience, c'est comme envoyer un éclair de génie dans l'univers. Hein. Pile poil à ce moment-là, quand j'ai eu cette prise de conscience, quand j'ai commencé à capter ça, sans en avoir la validation, naturellement, s'est produit quelque chose d'assez exceptionnel. C'est le moment où il a commencé à y avoir le Covid. C'est à ce moment-là, hein. On en est là. Hein. Et au moment du Covid, c'est là où tout a débuté quelque part. Il y a des choses qui étaient déjà avant le Covid, qui avaient déjà débuté, mais on va dire que ça a activé beaucoup de choses à ce moment-là. Parce que comme vous le savez, on pouvait plus trop se voir. Et c'est là on a commencé à me proposer de faire des trucs sur YouTube. Mais moi, je ne voulais pas en fait. J'avais une peur totale de m'exposer publiquement. C'était totalement pas possible pour moi. Et je l'ai quand même fait. Parce que je me suis dit, mais tu te rappelles ? Ah oui, c'est vrai. Maintenant, tu fais plus ce que tu veux, en fait. Tu fais ce qui est demandé. Et si ça fait peur, c'est peut-être une bonne nouvelle. Parce que qui a peur à l'intérieur de toi ? Est-ce que l'être véritable auquel tu as connecté, parce que j'ai connecté à certaines choses au Pérou, clairement, est-ce que ce avec quoi tu as connecté au Pérou, est-ce que ce truc-là, il a peur d'un truc ? Non, il a pas peur. Alors c'est qui a peur ? C'est ta personnalité. Et aller dans une direction où il y a une peur, finalement, c'est aller dans la direction d'un démembrement intérieur. C'est finalement laisser passer la lumière, commencer à fragiliser des structures égotiques pour un petit peu laisser passer un peu plus de lumière, quoi. Et donc j'ai fait confiance à ce capteur peur. Et j'ai plongé. Et c'est là que a débuté une autre aventure, en fait. Et assez naturellement, donc j'ai débuté cette chaîne YouTube. Suite à ça, il y a un enchaînement de choses totalement bizarres qui se sont produites, parce que c'est pas normal ce qui s'est produit concrètement parlant, je veux dire. En tout cas, je n'ai rien fait pour. Voilà. Souvent, les gens vont dire « Ah, mais elle a fait Sciences Po, donc elle connaît les stratégies de communication et de marketing. » Sachez que non, je n'ai pas appris ça à Sciences Po. Mais d'ailleurs, je ne connais pas les stratégies de communication et de marketing. Je ne sais pas encore à l'heure d'aujourd'hui comment ça s'est produit. Je ne sais pas ce qui s'est produit. Je l'ignore. Je ne sais pas comment cette chaîne a explosé. Je n'en sais rien. Je n'ai rien fait pour. J'ai plutôt fait tout pour ne pas que ça se produise. En l'occurrence, je faisais une vidéo et je me disais oh, c'était très malaisant. J'aimais pas du tout m'exposer. Et puis en plus, je me regardais. Je me disais putain, c'est tellement horrible. On se voit en plus et on voit les structures qui ont peur et on voit les personnages qui s'agitent quand on se filme. Oh. Bref, c'était très difficile pour moi de voir l'évidence que j'étais quelqu'un d'absolument pas éveillé, quelqu'un de totalement limité, quelqu'un qui parlait à travers ses prismes, qui manquait cruellement de neutralité, et qui était parfois franchement très grossier. Donc avec des grossiers personnages qui rentraient en scène et qui s'agitaient encore plus quand je tournais la vidéo on, avec des espèces de discours qui parfois étaient totalement à l'envers, et je me disais mais qu'est-ce que j'ai raconté, c'est n'importe quoi. Et c'était très très dur de me voir en fait, mais ça a été une très belle expérience pour un peu briser cette coque d'orgueil, mais absolue, qui était à l'intérieur de moi, et faire preuve d'un peu plus d'humilité. Voilà. Et donc tout ça, j'ai commencé à vivre une expérience que je ne contrôlais pas, que je ne voulais pas. Et c'est là où quelque chose de bizarre s'est produit en fait. C'est là où il y a vraiment un truc qui s'est produit. Je dis pas que les substances, ouais, je suis différente, ouais, je trouve pas ma place, oui, je me sens seule. Je dis pas que c'était pas toujours là, ça, derrière, hein. Derrière, oui, mais pas devant, hein, derrière. Il y a toujours cette petite voix de, ouais, t'as vu dans les commentaires, ils comprennent pas ce que je suis en train de dire. Il y avait toujours, de toute façon, il y avait toujours un commentaire, c'est bizarre, il y avait 3 commentaires qui critiquaient, mais sur 300 commentaires, mais il n'y avait que ces 3 commentaires dans ma vie, qui comptaient. C'était rigolo, quoi, je veux dire. C'était à nouveau le petit truc qui aimait bien quand même encore dire qu'il était différent, encore dire qu'il était incompris, encore dire qu'il n'avait pas encore vraiment trouvé sa place. Il y avait encore ce petit truc derrière, là, comme ça, qui me causait un peu tranquille. Mais il prenait plus tout l'espace.
Il n'a pas pu prendre tous les espaces parce qu'il y a eu un tel raz-de-marée que c'était impossible pour lui de survivre. Et ce qui s'est produit par la suite, et donc c'est ce que je transmets beaucoup à cœur ouvert aujourd'hui, bah, c'est que tout ça s'est enchaîné tout seul. Mais alors vraiment très bizarre, quoi. Tout ça s'est enchaîné tout seul. C'est-à-dire que les vidéos se sont enchaînées à elles-mêmes, j'ai pas eu un plan préétabli de... Alors en premier, je vais leur parler de ça, là je vais faire une vidéo sur ça, alors le 31 décembre ça sera ça, le 3 janvier ça sera ça, le 4 janvier ça sera ça, entre deux, faut communiquer sur Facebook, faut faire ci, faut faire ça. En fait, je dis souvent, il y a un algorithme qui est divin, hein. Les choses, quand elles doivent arriver, elles arrivent, et quand elles doivent pas arriver, elles arrivent pas. Et c'est vrai que j'ai été beaucoup contactée par des bureaux de marketing, de machin, de trucs, qui me disaient « Oh là là, on va vous aider pour votre stratégie !» Mais je dis mais de quoi vous parlez ? La stratégie, elle est divine, en fait. Il y a même pas de stratégie, ça se fait tout seul. Et c'est là que par la suite, dans mon activité, ça a fait exactement pareil. Sans aucune explication. C'est totalement illogique. D'un seul coup, tout a explosé, quoi. Alors que je n'ai rien fait, si ce n'est que de ne pas vouloir que ça se produise intérieurement, même si c'était une petite voix secondaire, hein. C'était pas ce qu'il y avait de plus grand à l'intérieur de moi. Et au moment où tout ça s'est produit, c'est là où il y a quelque chose qui a commencé à donner un sens. Mais ce sens n'était pas lié à ce que j'étais en train de faire. Parce que ce que j'étais en train de faire ne me plaisait pas forcément. J'avais pas forcément envie de faire ça, de ma vie. Quand on prend Charlotte, dans sa personnalité, avec ce qu'elle veut, bah, ce que je faisais à l'époque ne correspondait pas avec ce que j'avais envie de faire. Ça correspondait avec un truc qui était proposé, mais c'était pas ce que j'avais envie de faire, parce que c'était hyper désagréable pour moi. C'était hyper dur parce que j'étais extrêmement sensible et je ne gérais pas du tout cette sensibilité-là à l'époque. Me retrouver face à des gens en direct comme ça, là, à travers des écrans, ou à distance, ou en présentiel, mais c'était tout à fait abominable en fait. C'était extrêmement dur. Donc c'était pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais un truc tranquille. Et c'est très étrange parce qu'en parallèle j'avais pas envie de faire ça, mais je le faisais quand même parce que c'était là et que je pouvais pas nier le fait que c'était là. En parallèle de ça, au plus profond de moi-même, il y avait un espace qui commençait à se remplir à lui-même, à se satisfaire à lui-même. Il y a eu un truc totalement que j'avais jamais vécu auparavant dans ma vie. Donc toute ma vie, quand je cherchais ma place, j'ai été tout le temps fatiguée. Mais tout le temps fatiguée. J'avais jamais d'énergie. C'était un truc de fou. Mais tout le temps. Si bien que, j'avais même la réputation d'être celle qu'on n'invitait plus parce qu'elle allait se coucher à 21h le soir à 17 ans parce qu'elle était fatiguée. Et du jour au lendemain, pas vraiment du jour au lendemain, mais à partir de ce moment-là où les choses ont commencé à se mettre en place, mais une énergie, mais sortie de nulle part, qui s'accompagnait, donc beaucoup d'énergie, qui s'accompagnait quand même de joie. Alors c'était très bizarre, parce qu'à la fois il y avait mon personnage qui disait « ouais, moi ça me plaît pas », mais à la fois il y avait une sensation à l'intérieur d'euphorie, de joie, d'ouverture, de gratitude, d'abondance, je sais pas comment le décrire. Un truc très étrange, auquel je connectais à chacune des émissions qu'on partageait sur YouTube, auquel je connectais à chacun des stages pour lesquels j'animais. À chaque début de stage, le personnage grognon était là, ouais, non, mais en fait, et puis j'ai peur, et puis ça va pas, et puis en fait, je me flippais. À chaque fin de stage, je me disais, mais waouh, c'est quoi ce cadeau ? Et on recommençait. Il a fallu environ, un petit 80 retraite, pour épurer ce truc-là, qui aujourd'hui n'est plus là, mais qui à l'époque était quand même très grognon. Et petit à petit, c'est comme si, par le fait de poursuivre ce qui était demandé, qui n'avait rien à voir avec ce que je voulais, de le poursuivre malgré l'inconfort qu'il générait, parce que c'était pas agréable, je tiens à le dire. C'était vraiment pas agréable pour quelqu'un d'extrêmement timide comme moi de parler en public, de m'exposer publiquement, pour quelqu'un qui a souffert d'humiliation, de lire des commentaires en permanence où on me critique, on me juge, voire même on me traite de tous les noms, de me retrouver aussi avec des vidéos à mon insu qui ont pu être faites et avec des propos qui étaient totalement sortis du sujet. Ça a été extrêmement difficile en fait, c'était pas facile. Mais je sais pas pourquoi. Ça continuait. Et
Et puis, au milieu de tout ça, donc petit à petit, la question de trouver sa place ne s'est plus posée. C'est comme si cette question n'existait plus. Mais sans me dire pour autant mentalement que j'étais à ma place. Comme si naturellement, le fait de se mettre au service, parce que c'est ça qui m'est venu ensuite, pour l'exprimer, de se mettre au service de ce qui est demandé, et non pas de ce que tu veux égoïstement ou égotiquement parlant, c'est comme si ça me conférait une sensation d'être à l'intérieur de moi, au service de ce qui est demandé, et donc d'être à ma place, entre guillemets. Et c'est là où quelque chose de bouleversant s'est produit dans ma vie. Il y a un truc bouleversant qui s'est produit. C'est que je suis passée, du coup, je trouvais pas ma place, les gens me faisaient souffrir. J'avais une problématique, un lien à l'autre qui était extrêmement compliqué, comme je vous ai dit, pas trop d'amis, le lien social, personne en qui je me reconnaissais, très difficile. Hein. Et je suis passée de ça à personnalité publique sur YouTube, avec des milliers de personnes qui m'adorent. Ça, c'était très bizarre, et au début, je l'ai très mal vécu, parce que je me sentais seule au milieu de ça. Donc, j'ai vécu aussi ce que les grands artistes, ils en parlent beaucoup dans leurs bouquins, ils disent « c'est marrant, j'avais des millions de personnes qui me suivaient, mais en fait, je me suis jamais sentie aussi seule. » C'est quelque chose que j'ai vécu aussi au début. Parce que j'avais pas encore assez poli ces structures à l'intérieur de moi, elles s'étaient pas encore assez polies par l'expérience. Puis petit à petit, à force de persévérer, ça fait quand même 3 ans maintenant que je fais ça. 3 ans. Où j'ai persévéré, même malgré les critiques, malgré les moments difficiles, malgré les moments où je me suis dit, voilà, franchement, je mets la clé sous la porte, allez tous vous faire enculer. Je suis passée par des étapes quand même. Si vous avez suivi ça depuis le début, c'est vrai que ça n'a pas toujours été très facile. Je suis passée par certaines remontées informationnelles qui ont été finalement au service de ça. Et quelque chose d'assez bouleversant s'est produit, je dirais, progressivement, mais c'est vraiment ouvert, je dirais, il y a 6 mois en arrière. Encore récemment, je sais pas, il y a peut-être 8 mois en arrière, je partageais dans une vidéo, de manière un peu abrupte encore, ouais, de toute façon, moi j'aime pas tout le monde. Et je tapais du poing sur la table en disant, oui, de toute façon, c'est impossible d'aimer tout le monde, et puis les gens, ils sont cons, gna 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 gna. Puis quelque chose m'a bouleversée en fait suite à ça, parce qu'en fait ce qui s'est produit c'est vraiment très étrange et je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. C'est que je me suis mise à vraiment aimer les gens. Mais vraiment. Genre vraiment. Mais c'est très bizarre à dire, parce que je pensais pas que ça m'arriverait, parce que je reviens de très loin. Parce que vu que je trouvais pas ma place, je jugeais les autres, beaucoup, vu que je me sentais différente. Différente de qui ? Des autres, donc tu les juges, tu les compares. Il est moins bien, il est plus bien, il est machin, il est truc. Gros complexe d'infériorité, de supériorité, gros truc d'humiliation, grosse projection en permanence, beaucoup de jugement, une sale bestiole à l'intérieur de moi à ce niveau-là. Je le cache pas du tout, Et quelque chose d'assez bouleversant s'est produit, parce que pour quelqu'un comme moi qui revient de ce paradigme-là, je peux vous assurer que ça fait très bizarre quand ça se produit, c'est que d'un seul coup, progressivement, je ne sais pas, par l'expérience, progressivement, voilà, je me suis mise à me surprendre, à aimer les gens. Mais vraiment. Mais d'un amour... Mais c'est très bizarre, c'est vraiment bizarre. Et pourtant, certains sont pas gentils, voire même vraiment pas gentils. Mais c'est comme si, même s'ils sont pas gentils, même s'ils critiquent, même si, mais il y a quelque chose d'autre qui nous lie, en fait. Mais ce truc-là qui nous lie, mais il est là, en fait. Et ce truc-là, il ne me quitte plus. Alors, c'était déjà là avant, autrement. Mais c'est comme si c'était... ça a pris tellement d'espace, en fait, à l'intérieur. Je sais pas comment dire. Et ce truc qui me lie, qui lie naturellement, que certains appellent l'amour, c'est comme si c'était au-delà de tout le reste. On peut pas le briser, en fait. Et ça se ressent même chez les gens qui me font chier. C'est-à-dire, parce qu'il y en a encore qui me font chier, c'est normal. C'est normal, on est des humains, d'accord ? Il n'y a pas de souci avec ça. Je suis pas en train de dire que je suis Mère Teresa et que je suis en train de faire des câlins aux gens de la terre entière. C'est pas non plus ce que j'ai dit. Il y a des fois des personnes qui m'aiment pas, qui me questionnent, qui sont pas d'accord, qui sont un peu agressifs comme ça. Oui, ça m'arrive, ça, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais en même temps que d'être face à ces personnes qui font tout ça, mais à l'intérieur de moi, il y a rien qui se produit, en fait. Je suis pas en train de juger la personne.
Je suis pas en train de me dire comment je vais faire pour la convaincre. Je suis pas en train de me dire, oh là là, il faut absolument qu'elle se réveille, machin, ou truc. Il y a rien. Mais par contre, il y a un truc. Et le truc qui reste, c'est un lien. C'est un lien. C'est, je sais pas, c'est une absence de trucs. Et même les gens avec qui il peut y avoir encore des trucs, donc d'un seul coup, je sais pas, quelqu'un va me dire un truc, et puis à l'intérieur de moi, ça peut commencer je sais pas, à parler. Mais c'est comme si c'était à 10 kilomètres. Genre, ça n'a pas d'emprise sur moi. Le lien est toujours là, en fait, malgré tout. Mais il est tout le temps là, en fait. Tout le temps. Et ça, c'est très troublant. Donc voilà. Donc voilà le témoignage que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà comment on peut passer, et je suis pas plus forte ou plus meilleure que qui que ce soit, hein. Je parle juste d'expérience ici. Voilà comment on peut passer d'un début de parcours de vie où il y avait aucun lien avec personne et où on se sentait tellement isolé, jamais à sa place et toujours différent des autres, à un espèce de truc où maintenant j'ai vraiment l'impression d'être en lien avec tout le monde. Tout le monde. Mais y compris les animaux, hein, y compris les minéraux, hein, y compris les végétaux, hein, y compris tout en fait, pas que les humains, mais surtout les humains. Et c'est, même quand je lis les commentaires sous ma chaîne YouTube, ou quand je vois des choses qui passent comme ça, je vois des insultes, je vois des choses comme ça, mais bien sûr. Mais avant, ça me faisait mal à l'intérieur. J'avais mal, mon cœur il serrait, ça me faisait vraiment quelque chose. C'était difficile en fait. Vraiment, c'était dur. Et maintenant, je lis ça. Mais il n'y a pas non plus, ce qu'il y a eu à un moment dans ma vie, ça a été l'excès inverse. Une espèce de fausse compassion, là, comme ça, où je me disais, ah, les pauvres, oh là là. Je suis passée par plusieurs étapes, hein. L'étape de façon, les autres ne sont que le miroir, et ce qu'ils me disent, c'est eux. Oui, mais bon, ça, excuse-moi, mais oui, d'accord, ok, mais ça n'empêche en rien que moi, à l'intérieur de moi, ça panique quand même, hein. Après, je suis passée par un miroir complaisant, où je me suis dit, oh là là, les pauvres petits, ils doivent vraiment souffrir pour penser comme ça. Et aujourd'hui, il n'y a rien. Rien. Genre, c'est rien. Ça n'existe pas, en fait. Et du coup, je vous le partage. Parce que c'est quelque chose que je sais que des gens goûtent à ça, naturellement. J'ai des êtres qui m'entourent aujourd'hui, que je connais être comme ça, naturellement. Sans avoir eu besoin de passer par un quelconque cheminement. Ils sont naturellement comme ça. J'en connais des gens comme ça. C'est pas la majorité des gens que je connais, mais j'en connais. Et depuis cet espace où il n'y a plus rien, mais il y a tout. Et c'est là où il y a un amour qui peut se présenter et alors qui peut se matérialiser et s'exprimer de mille et une manières. Et c'est comme ça que j'ai pu me surprendre à moi-même à faire des choses qui n'avaient rien à voir à nouveau avec ce que j'aurais imaginé de devoir faire pour entrer en interaction avec cette personne. C'est là où, par la suite, vu qu'il n'y a plus rien, qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a pas d'interférence, qu'il n'y a pas de « il faut que je lui montre que », c'est à ce moment-là que, du coup, il ne reste que l'amour. Et cet amour, c'est ce qui nous élève. C'est ce qui nous rassemble. C'est ce qui donne un sens. Et c'est ce qui fait qu'on est à sa place. Quand cet amour nous remplit, c'est notre place, c'est d'être dans l'amour, de se laisser baigner dans cet amour. C'est ça notre place. C'est là où on se sent être à sa place. Parce que quand on connecte à ce que nous sommes vraiment, c'est là où c'est d'une justesse au-delà de la justesse. Il n'y a même plus d'histoire de trouver sa place. Puisqu'en fait, ça se suffit à lui-même. Voilà. Donc je voulais vous partager ça, parce que on m'a souvent dit, et oui, et je le confirme, on m'a souvent dit, Charlotte, tu ne parles jamais d'amour. C'est vrai, je ne parlais jamais d'amour. Maintenant j'en parle. Voilà. Je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.